Bonjour. Eh bien, les entretiens de Pékin ont pris un bon départ, c'est l'avis général. Nous parlions hier de la surprise enregistrée dès le moment où le président Nixon posait le pied sur la terre chinoise, c'est-à-dire son entrevue avec Mao Tse-tung. En voici la photographie déjà historique de la poignée de main. C'est un geste sans précédent du président Mao qui habituellement ne reçoit ses visiteurs qu'à l'issue de leur séjour. Un bon signe, c'est ainsi que le comprend la presse et l'opinion américaine, satisfaite de l'accueil réservé au président des États-Unis. Le Premier ministre chinois, M. Zhou Enlai, s'est de son côté montré animé de bonnes intentions hier soir lors du banquet de bienvenue, intentions renouvelées à la table des entretiens. Table que voici. Les divergences entre les deux pays n'interdisent pas l'établissement de relations normales si l'on respecte l'intégrité et l'indépendance des nations, a dit en substance M. Zhou Enlai. Détail de la photographie, des éclats de rire de part et d'autre, côté chinois comme du côté américain de la table. En ce moment, en cette deuxième journée, que se passe-t-il? Un deuxième entretien Nixon-Zhou Enlai a eu lieu tout à l'heure. Un troisième est prévu, nous venons de l'apprendre par une dépêche. C'est le porte-parole américain, M. Ziegler, qui l'a annoncé. Il est prévu cet entretien à 2 heures heure locale, c'est-à-dire à 19 heures heure de Paris. Avons-nous des images en direct par satellite comme hier? Pas encore, je crois. En tous les cas, nous avons un rendez-vous tout à l'heure. Pas tout de suite. Eh bien, nous nous retrouverons dans un quart d'heure environ avec M. Couve de Murville. Aujourd'hui, M. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, pendant les 10 années où la France montrait la voie à suivre dans les relations avec Pékin. Tout à l'heure, donc, les commentaires de M. Couve de Murville et des images en direct, nous les découvrirons ensemble. Comme s'ils avaient voulu faire contrepoids à cette actualité chinoise, les Soviétiques ont fait atterrir sur la Lune un engin automatique. François de Closet, d'abord, à quel endroit de la Lune? Eh bien, nous venons de l'apprendre parce que l'atterrissage, nous le savons maintenant, a eu lieu hier à 20h19, mais c'est en ce moment même que tombent les dépêches. Alors, il semblerait que l'atterrissage ait eu lieu dans cette région en bordure de la mer des Tempêtes, et vous remarquez aussitôt que c'est une région montagneuse. De ce point de vue-là, c'est une grande première que tentent les Soviétiques, parce que, selon toute vraisemblance, bien qu'il ne l'ait pas confirmé, c'est un engin de type Lunarod, un robot automobile qui va commencer une exploration lunaire, et donc dans les conditions les plus difficiles, dans une région montagneuse. Engin automatique, en tout cas. Un engin automatique. Alors, comment fonctionnent ces engins? Pour le comprendre, il faut faire la différence entre les engins automatiques cybernétiques et les engins téléguidés. L'engin cybernétique, tel ce Lunarod, quand il est en face d'une difficulté, peut prendre la décision, par exemple, de s'arrêter et demande à la Terre ce qu'il doit faire. Seulement, ça prend 1 seconde aller et 1 seconde retour. Sur Terre, il y a un équipage qui va donc envoyer la réponse. Vous voyez, plus de 2 minutes pour enregistrer ce qui se passe et donner l'ordre de retour. Si l'engin était incapable de prendre seul déjà une décision, au moins une décision négative, de s'arrêter, eh bien, on ne pourrait pas faire ce travail. Donc, grâce à ces caméras de télévision, l'engin montre ce qu'il a devant lui à l'équipage de 5 hommes que nous voyons, le commandant, le pilote, le navigateur, l'ingénieur, le radio. Et alors, comment cela va commencer? Bien, vous l'avez vu, d'abord, l'équipage fait se déployer les rampes de descente, et puis on va donner l'ordre. Voici maintenant le pilote, et voici l'ingénieur radio. Ils vont donc donner l'ordre de mettre en marche l'engin. On donne la direction, on appuie avec le pouce sur ce bouton et 1 seconde après, temps pour le signal d'arrivée, l'engin descend, se met en marche, mais vous allez voir, on va tout de suite l'arrêter, car il faut faire très attention. L'engin va être arrêté, voilà, du pouce, et effectivement, il va s'immobiliser toujours avec cette seconde de retard, et il va commencer son exploration. Il ouvre tout d'abord son couvercle, si vous voulez. Vous savez qu'à l'intérieur de ce couvercle, il y a ces photopiles qui lui permettent de manger la lumière du soleil et d'en faire de l'électricité pour alimenter son moteur. On se souvient que le premier Lunarod, pendant 1 année, a conduit une exploration lunaire. Est-ce un engin perfectionné? Les Russes nous en avaient parlé. Peut-être même un engin qui pourrait fonctionner pendant la nuit lunaire, ce qui serait un exploit assez extraordinaire. C'est donc une très grande expérience qui commence, probablement une expérience donc de type Lunarod. Les dépêches tombent maintenant et ce soir, nous serons certainement fixés, nous aurons beaucoup plus d'informations. François, merci. Un détournement d'avion qui nous en rappelle beaucoup d'autres. L'un des gros des Boeing 747 vient d'être détourné par 3 Arabes
membre d'un mouvement de résistance à l'oppression sioniste, disent-ils, une organisation issue des populations des territoires occupés par l'État d'Israël, mais qui agit à l'extérieur de ces territoires. L'appareil, un 747 donc de la compagnie ouest-allemande Lufthansa, accomplissait le trajet Tokyo-Francfort. Il a été détourné après l'escale de la Nouvelle-Delhi alors que 172 passagers et 12 hommes d'équipage étaient à bord. Il a été détourné à la hauteur de Karachi. Le 747 a pris la route d'Aden, ancienne possession britannique, aujourd'hui capitale de la République du Sud-Yémen. Les pirates auraient placé des explosifs à l'intérieur de l'appareil, sur le terrain d'Aden. Ils viennent de libérer 50 des 172 passagers, les femmes et les enfants. Voilà qui rappelle les sombres moments de la grande opération Fedayeen qui s'était terminée, je pense que vous vous en souvenez, par la triple explosion de Zarqa. Notons que parmi les passagers se trouve Joseph Kennedy, l'un des fils du sénateur américain assassiné, Joseph Kennedy qui venait d'accompagner son oncle Edward Kennedy au Bangladesh. Les autorités allemandes et américaines s'efforcent d'obtenir la libération des passagers et de l'équipage. On ignore encore les intentions des pirates. Leur chef, d'après les derniers télégrammes reçus, s'appelle Youssef Al-Khatib et il utilise l'indicatif de code de Gaza vaincra, Gaza, territoire au sud de l'État d'Israël, actuellement occupé par les Israéliens. Grande figure de l'Église sous les 3 derniers papes, le cardinal Tisserand est mort hier soir à Rome à l'âge de 87 ans. Eugène Tisserand, fait cardinal par Pie XI, un cardinal de combat, selon l'un des autres membres du Sacré Collège, dont Eugène Tisserand était le doyen. Lorrain d'origine, haut de stature, vif dans ses propos, un peu comme Jean XXIII, un autre des papes qu'il a connu. Ainsi, en ce jour de 1970, où Paul VI venait de publier par un motu proprio l'interdiction aux cardinaux de plus de 80 ans de faire partie du conclave, Eugène Tisserand répondait à des questions d'Alain Cancès. Il s'estimait encore capable de faire beaucoup de choses. En évidence, il y a autre chose. Le pape vient de prendre un motu proprio, et de par ce motu proprio, dans quelques semaines, vous ne serez plus le loyer du Sacré Collège, puisque vous n'aurez plus le droit d'appartenir au Sacré Collège. Ah, je vous demande bien pardon. Il est dit proprement dans le motu proprio que nous continuerons d'appartenir au Sacré Collège, que nous conservons tous les privilèges, toutes les prérogatives des cardinaux. Nous cessons d'être les électeurs du pape. Alors, à votre avis, pourquoi cette décision? Nous ne sommes pas d'ailleurs privés de la possibilité d'être élus. Nous restons éligibles. Mais alors, pourquoi cette décision, à votre avis? Je n'en sais rien. Le pape ne m'a pas donné d'explication sur le sujet, je n'ai pas été consulté. Comment l'expliquez-vous quand même? Je pense que le pape est désireux de faire plaisir à tout le monde. Tout le monde demande à ce que les vieux disparaissent et que les jeunes trouvent des places qu'ils n'occupaient pas. Alors, c'est très simple. Qu'en pensez-vous de cette décision? Je n'en pense rien du tout. Je pense que moi, je me sens encore capable de faire beaucoup de choses, de parler et d'agir surtout. Parler n'est pas mon affaire. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'avec cette décision, il y a quelque chose qui vient de changer profondément dans la réalité à la fois du Sacré Collège et dans une certaine réalité de l'Église? Je ne sais pas quoi vous répondre. S'il s'agit des intentions du pape, je ne les connais pas. De l'effet que ça aura sur la marche de l'Église, je ne sais pas la deviner. Vous savez... Personnellement, je suis âgé, mais je me sens encore assez fort pour faire beaucoup de choses. Eugène Tisserand, décédé donc hier à Albano, tout près de Rome, à l'âge de 87 ans. Je reçois à l'instant un télégramme daté de Bagdad donnant la raison du détournement du Boeing 747 de la compagnie ouest-allemande Lufthansa. Le mouvement des victimes de l'occupation israélienne, c'est ainsi que s'intitulent les pirates, explique leur geste par l'importante assistance financière accordée par l'Allemagne fédérale à Israël et également par les récentes tentatives de rapprochement entre les régimes arabes et l'Allemagne fédérale. Altman Barbie. On le prévoyait hier, je vous en parlais à Télémidi il y a 24 heures, le gouvernement bolivien n'extradera pas l'homme demandé par la France. Le président bolivien, Hugo Banzer, vient de répondre au président Pompidou qui lui avait écrit pour souligner l'intérêt qu'il portait à l'affaire. M. Banzer estime avoir suffisamment d'éléments juridiques pour considérer le problème comme étant réglé. À Paris, où la nouvelle n'est pas encore rendue officielle, la Ligue contre le racisme s'indigne et demande que cette décision bolivienne, qualifiée de scandaleuse, soit reconsidérée. Nous avons parlé hier aussi et dimanche également de l'intention éventuelle du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas de saisir l'opinion publique quant à sa politique contractuelle si la raison ne l'emportait pas. Eh bien, M. Georges Segui vient de répondre
et de dire que la CGT trouve l'idée excellente. Mais il propose aussi d'étendre cet examen détaillé à l'évolution réelle du pouvoir d'achat et à l'augmentation récente des profits capitalistes. Étonnant, mais vrai. Il n'y a pas, semble-t-il, que les particuliers qui aient spéculé sur la faiblesse du dollar ces derniers temps. 20 banques ont spéculé en Suisse, et ce sont les Suisses qui le disent. Commentaire de Michel Tardieu. Oui, c'est un petit peu compliqué, Jean, c'est un petit peu comme chaque fois que les gendarmes se mettent à jouer au voleur, évidemment les cartes sont un petit peu embrouillées. Les Suisses lancent une accusation grave, ils disent que 20 banques centrales ont spéculé contre le dollar, et ils précisent même que parmi ces banques centrales, il y aurait eu des banques qui appartiennent au groupe des 10. Or, vous le savez, le groupe des 10, c'est le groupe des 10 pays les plus riches du monde, celui qui est le champion de la coopération internationale dans le domaine financier. Et évidemment, si ce que disent les Suisses, qui précisent d'ailleurs que ce n'est pas terminé, qu'il y a encore des banques qui spéculent, si cela se vérifie, c'est très grave car c'est la preuve que l'égoïsme national l'emporte sur les possibilités de coopération. En effet, spéculer pour une banque centrale qui théoriquement est chargée de veiller à ce que le système monétaire fonctionne bien, eh bien, c'est jouer uniquement un intérêt immédiat au détriment de l'intérêt général et même souvent au détriment de l'économie de son propre pays, car spéculer contre le dollar en ce moment, c'est faire baisser le dollar, c'est donc avantager les exportations américaines au détriment des exportations européennes. Mais on peut espérer bien sûr qu'aucune banque centrale du marché commun n'est concernée par les accusations des Suisses, car dans le marché commun, à l'heure actuelle, on est en train de chercher le moyen de créer une véritable union monétaire européenne, précisément pour obliger les Américains à défendre eux-mêmes leur propre monnaie. Donc, espérons qu'il n'y a pas d'Européens concernés par l'accusation suisse. À vous, Jean. Merci Michel Tardieu. Les cours de la bourse, comme d'habitude, en fin d'édition. 4e jour sans journal pour les Bordelais, pour les Aquitains. Le personnel technique de Sud-Ouest poursuit la grève qu'il a déclenchée vendredi. Motif, le changement d'affectation d'un cliché. Il n'y avait pas menace de licenciement. Aucun contact nouveau n'est intervenu entre la direction et le syndicat du livre. La direction de Sud-Ouest a fait adresser aux 1300 employés de l'entreprise une lettre dans laquelle elle les informe de son inquiétude. Cette situation, écrit-elle, ne peut se prolonger sans péril grave et des mesures interviendront prochainement. Quant à l'union des syndicats de la Gironde, elle soutient les grévistes et elle accuse la direction de refuser de véritables négociations. Le temps, en France, l'amélioration du temps est sensible, mais sera-t-elle durable? Ce n'est pas certain. On craint notamment de nouvelles pluies sur le Languedoc-Roussillon à partir de demain soir. Voici l'image très résumée de la France météorologique. Quelques averses dans le sud-est, mais tout de même beaucoup moins fortes que ces dernières 3 journées. Au Palais des Sports, les amateurs de boxe ont suivi hier soir le test difficile que passait Keshichian, un test qu'il n'a pas réussi puisqu'il a perdu au point, Keshichian devant l'Américain Griffiths. Griffiths, Michel Drucker, il est vrai que ce n'est pas le premier venu. 34 ans, un passé prestigieux, le noir américain Emil Griffiths, qui fut le meilleur poids moyen du monde pendant près de 10 ans, rencontré hier soir pour sa première venue à Paris le champion de France des super welter Jacques Kishichian, même âge, boxeur d'origine arménienne qui passa professionnel il y a 4 ans seulement, à l'âge où Griffiths avait déjà derrière lui 19 championnats du monde. 3e reprise à la réception d'un crochet gauche à la face, le Français roule au tapis. Compté 8, Kishichian reprend courageusement le combat et termine péniblement le round. Quatrième reprise, Emil Griffiths, qui fait une impressionnante démonstration de puissance et d'efficacité, touche une nouvelle fois Kishichian à la face. Compté une nouvelle fois 8, l'élève de Philippe Philippi fait appel à tout son courage et termine une fois encore la reprise. Le récital Griffiths continue, Kishichian fait un combat très courageux, mais la différence de niveau est trop grande. 8e reprise, Griffiths, dont la vitesse de bras est surprenante, ajuste un nouveau crochet gauche à la face qui touche en bout de course. Relevé immédiatement, Kishichian veut reprendre le combat, mais l'arbitre, M. Gondré, le compte 8, lui évitant ainsi un chaos probable. Les 2 derniers rounds sont encore à sens unique. Griffiths, sans forcer son talent, marque des points. Il terminera le combat à peine essoufflé.
Un juge lui donnera même 10 points d'avance. Kishichian, qui doit disputer prochainement le championnat d'Europe des super welter face à l'Espagnol Hernandez, a pris hier soir une très bonne leçon de boxe face à un grand champion. Souhaitons que cette leçon n'aura pas laissé trop de traces. Et oui, il y a un championnat d'Europe bientôt en vue contre un Espagnol, et c'est important pour Kishichian. Un match sur la 2, 22h20, deuxième chaîne ce soir, l'intégralité du combat. Et pour nous, rendez-vous dans 2 minutes, spécial Chine. Spécial Chine, deuxième édition, puisque c'est la deuxième journée de la visite du président Nixon à Pékin. Nous remercions M. Maurice Couve de Murville de nous avoir rejoints. Je le rappelle, M. Couve de Murville, avant d'être notre Premier ministre, a été 10 années durant ministre des Affaires étrangères, à une époque où précisément la France s'employait à dégeler les relations du monde occidental avec la Chine de Pékin. Maurice Werther, vous avez suivi sur les antennes les images que nous avons reçues en fin de matinée. Vous étiez en régie pendant que je parlais il y a un quart d'heure à peu près de ce qui s'était passé très brièvement. Voulez-vous résumer un petit peu ce qu'a été cette journée? Eh bien, comme vous le voyez déjà sur cette antenne, c'est la journée d'hier, l'événement capital de la journée d'hier que nous voyons en ce moment, c'est-à-dire la rencontre qu'on peut encore une fois appeler historique, encore que le mot commence à être un peu galvaudé depuis 24 heures. Oui, mais là tout de même. Mais là tout de même, c'est la rencontre historique entre le président Mao Tse-tung et le président Nixon, que vous voyez en train de serrer la main avec beaucoup de sympathie à M. Kissinger, dont je ne pense pas qu'il l'avait vu pendant ses voyages à Pékin pour préparer le grand voyage actuel, n'est-ce pas? Ça s'est passé hier matin, heure de Pékin, bien sûr, pendant que personne ne le savait. Ça a été la surprise. On attendait M. Nixon auprès de M. Chou En-lai, avec qui il devait avoir un premier entretien, et M. Nixon n'arrivait pas. M. Chou En-lai n'avait pas l'air de s'impatienter. On a appris un peu plus tard que c'est parce que M. Nixon, dès son arrivée dans la capitale chinoise, est allé voir le président Mao Tse-tung pour un entretien qu'on a qualifié de franc et sérieux. Je crois que nous n'avons jamais vu des images aussi fraîches, disons, du président Mao Tse-tung. Il y a à peine 24 heures que ces images ont été filmées et elles ont été transmises par la télévision chinoise à la télévision américaine qui nous en redonne maintenant. Exactement. C'est un film qui a été fourni à la télévision chinoise, à la télévision américaine par les Chinois, retransmis maintenant, nous le recevons en ce moment de New York, puisque, il faut l'avouer, les téléspectateurs américains ont été servis un petit peu avant nous, ils l'ont vu très tôt ce matin. L'entretien a duré 1 heure à peu près. 1 heure, ce qui explique que le temps d'aller et de revenir, il y a 1 heure et demie de retard pour rencontrer après cela Monsieur Chou En-lai. Ici, éclat de rire du Premier ministre avec M. Kissinger. Il y a beaucoup d'éclats de rire au cours de cette visite. Je crois qu'en effet, on a l'air de prendre les choses de façon très gaie, mais ça n'a pas une signification politique très profonde. Ça a quand même une certaine signification politique, en ce sens que, après un accueil qu'on a considéré comme froid hier matin, parce qu'il n'y avait aucune manifestation populaire de prévue ou d'organisée, eh bien maintenant, les Américains sont satisfaits de la façon dont les choses ont tourné, puisque tout de suite, il y a eu cet entretien avec le président Mao Tse-tung, tout de suite, il y a eu le premier entretien de travail avec M. Chou En-lai, puis le banquet et les toasts d'hier soir, dans lesquels, pour résumer très brièvement ce qui a été dit, M. Chou En-lai a plus ou moins proposé d'établir des relations diplomatiques normales, enfin des relations de gouvernement à gouvernement entre la Chine et les États-Unis. Si ça ne veut pas dire des relations diplomatiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tandis que M. Nixon, dans un discours qui était très chaud, très beau, était quand même un petit peu plus vague, parlant simplement d'essayer de jeter un pont sur l'abîme qui sépare la Chine et les États-Unis, faute de pouvoir combler cet abîme. Alors aujourd'hui, deuxième entretien entre M. Chou En-lai et le président Nixon. Ça a duré très longtemps, presque 4 heures. On ne sait pas ce qui s'est dit, et je crois que c'est le moment de demander. Nous en demanderons tout à l'heure à M. Couve de Murville s'il a quelques idées sur ce qui a pu être discuté. Mais nous allons essayer, à tout hasard, puisqu'il nous arrive des choses en direct de Chine maintenant, nous allons essayer de prendre les images sans savoir. Vous les voici. Ça, c'est du direct réel. C'est du direct réel. C'est ce qui se passe en ce moment à Pékin, dans le siège de l'Assemblée nationale, où il va y avoir une représentation théâtrale. Je crois que nous sommes un petit peu en avance sur l'heure prévue, parce que je vois que les fauteuils
sans doute réservées aux personnalités, sont encore vides. Alors, nous allons revenir dans cette salle de théâtre. C'est d'ailleurs pas l'événement capital, c'est un petit peu le folklore. C'est une représentation, c'est un peu folklorique, mais c'est quand même une représentation avec un sens politique, le détachement féminin rouge, qui remplace maintenant ce qu'on appelait autrefois l'opéra de Pékin, et qui est véritablement une manière de présenter l'histoire pour l'enseigner au peuple sous une forme agréable, sous une forme d'opéra, sous une forme théâtrale. Bon, j'y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je crois qu'il faut maintenant passer la parole à M. Coudet-Murville. Monsieur Coudet-Murville, vous étiez en 1970 à Pékin, n'est-ce pas? Oui, en octobre 1970, oui. Dans quelles circonstances? Eh bien, mon désir était, puisque j'en avais la possibilité, de faire un voyage en Chine. C'est un pays où je n'avais jamais été. Et on en a parlé avec les dirigeants chinois. Et les choses se sont arrangées sans difficulté. Ils m'ont très obligeamment invité à venir chez eux, c'est-à-dire donner la possibilité non seulement de séjourner à Pékin, mais de visiter une grande partie du pays. Visiter un pays donc avec lequel la France avait commencé à être en bonne relation. Oui. Vous étiez au Quai d'Orsay, le général de Gaulle inspirait cette politique de rapprochement qui aujourd'hui aboutit à quelque chose qu'on ne pouvait pas penser il y a même quelques mois seulement. Comment la jugez-vous, cette politique de rapprochement maintenant? La nôtre? Oui. Oh, ben, vous ne pouvez pas me faire dire que je ne la juge pas comme très bonne, naturellement. Mais avec ses suites même. Je crois que c'était une initiative qui était très difficile à prendre à l'époque, et vous savez les commentaires dont elle a été accompagnée à la fois de l'extérieur et en France même quant aux sortes de défis contre les États-Unis que cela pouvait représenter, qui n'était pas du tout dans notre esprit, bien entendu. Et même de la part des Américains à l'ONU, bien souvent. Oui, de la part de tout le monde, en réalité, de tout le monde dans le monde occidental. Enfin, je ne veux pas dire que l'Union soviétique en ait été particulièrement satisfaite non plus. Mais nous, aujourd'hui, non plus. Mais nous l'avons fait en 1963-64, pour la raison que la situation au Vietnam se détériorait énormément, qu'il y avait de plus en plus d'interventions militaires américaines et qu'on pouvait craindre que cela tourne comme cela a finalement tourné, c'est-à-dire à la guerre pure et simple, avec tout ce que ça peut comporter de danger pour la paix du monde. Il nous a semblé que le devoir de la France, que son rôle naturel était de prendre position pour une solution que nous appelions politique, c'est-à-dire pour la négociation au lieu de l'intervention militaire, que pour une telle négociation, la participation de la Chine était indispensable, puisqu'elle est là, et qu'elle avait déjà participé à Genève en 1954, quand la guerre française d'Indochine s'est terminée, et que par conséquent, il était de l'intérêt de tous, et pas seulement de l'intérêt de la France, que nous établissions des relations avec Pékin. C'est ça qui s'est passé. Et j'ajoute que c'était dans un contexte général qui, à l'époque, je parle de 1963 après la crise de Cuba, préfigurait en quelque sorte la détente qui s'est produite par la suite et dont les Français ont été aussi en quelque sorte les initiateurs. Autrement dit, la détente, c'est-à-dire la diversification des relations internationales et nécessairement l'arrivée de la Chine pour jouer un rôle important correspondant à ce qu'elle est en population, en superficie et en ressources. Qu'est-ce qui peut sortir des entretiens actuels à Pékin, selon vous? Eh bien, je crois qu'il faut bien voir au départ que ce qui est important dans la visite du président Nixon à Pékin et ses entretiens avec Mao Tse-tung et Chou En-lai, c'est que cette visite ait lieu. C'est ça qui est le phénomène, l'événement capital. Autrement dit, c'est le dégel des rapports entre les États-Unis et la Chine, à l'initiative des États-Unis qui ont changé leur politique à ce point de vue. Alors, ce qui en sortira, on ne peut pas le prévoir, mais enfin, on peut imaginer quand même que ce sera la décision des deux gouvernements, non pas d'établir des relations diplomatiques officielles, puisque cela est impossible aussi longtemps que les États-Unis sont liés avec Formose, mais de rester en contact et d'établir des rapports réguliers, fussent-ils officieux. Et cela, en soi, est un événement capital dans le monde, puisque ça change vraiment la carte générale. Monsieur, est-ce que, sur un plan de la méthode, on dit beaucoup que le président Nixon voudrait parler de problèmes généraux, intéressant par exemple le Vietnam, naturellement, au premier chef, tandis que les Chinois voudraient s'en tenir strictement au plan bilatéral, c'est-à-dire des relations strictement intéressantes, les États-Unis et la Chine, en particulier, naturellement, l'affaire de Formose. Quelle est votre impression là-dessus? Oh ben, il est évident que, du côté chinois, on a le désir d'éviter tout ce qui pourrait paraître quelque chose qui ressemble à un accord sino-américain pour régler la question du Vietnam.
simplement parce que la question du Vietnam ne peut pas être réglée autrement que par les Vietnamiens ou qu'avec les Vietnamiens y participant directement. Je crois que c'est ça le fond des choses. On ne peut pas savoir si on en parlera, s'il y sera fait allusion, mais vous pouvez être sûr qu'il n'en sortira pas d'accord entre les deux présidents. Je m'excuse de vous interrompre. À l'image, toujours en direct de Pékin, et nous le voyons en ce moment, ce qui se passe à Pékin, les invités d'honneur à la représentation sont arrivés, cachés par un Chinois, M. Nixon. Voici, ah non, le président Nixon est décidément caché à côté de M. Chuen Lai, une interprète, Mme Nixon et la femme de M. Chuen Lai. Je ne sais pas si nous allons assister à la représentation. Je crois qu'on ferait mieux peut-être de continuer. Nous allons continuer à avoir quelques inserts en direct et en même temps à écouter les commentaires de M. Koh de Murville. N'êtes-vous pas surpris de voir l'amabilité des Chinois? Elle est traditionnelle, bien sûr, mais tout de même, ils reçoivent là un ennemi, le fameux tigre de papier, qui est encore ennemi à Formose et qui est encore chez les alliés du Nord-Vietnam. Oui, disons un ennemi, c'est peut-être beaucoup dire. Disons un adversaire ou un partenaire difficile. L'amabilité, non. Je crois que ça fait partie du comportement normal du Chinois d'être courtois et même aimable avec les autres que l'on reçoit. À partir du moment où ils ont pris la décision de recevoir le président Nixon, il était évident qu'ils ont le souci de bien le recevoir. Ça va de soi, il me semble, étant bien entendu qu'il marque d'autre part, comme on l'a vu dans le fait qu'il n'y avait pas de foule qui acclamait le président des États-Unis, il marque que c'est quelque chose d'un caractère particulier puisqu'il n'y a pas de rapport officiel entre les deux nations. Et donc quelque chose de limité, ça ne peut aboutir qu'à quelque chose de limité entre la Chine et les États-Unis. Ah ben ça aboutit à quelque chose qui est illimité et capital et qui est l'établissement de rapports, même s'ils sont officieux, entre les deux pays. C'est ça qui est le fait énorme et qui, encore une fois, va changer la carte du monde. Et la carte du Sud-Est asiatique et de toute l'Asie. La carte du Sud-Est asiatique et puis la carte de tout. Prenez la Chine par exemple, son grand problème c'est l'Union soviétique, et bien sa position vis-à-vis de l'Union soviétique est extraordinairement renforcée du fait de ce qui est en train de se passer à Pékin à l'heure actuelle. Nous allons voir en direct s'il y a un début de représentation à Pékin. Voulez-vous nous passer l'image de Pékin, s'il vous plaît? Je ne crois pas. Si nous ne l'avons pas, c'est que ça n'a pas encore commencé. Le protocole chinois a dû ménager quelque temps mort. Eh bien, ce que nous pourrions faire, c'est peut-être voir, alors que maintenant, avec M. Koh de Murville, que nous remercions, nous venons de voir plus au fond les entretiens, c'est peut-être de voir ce que fait Mme Nixon. Nous avons reçu des photographies qui montrent qu'elle s'intéresse beaucoup à la cuisine chinoise. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, Jean Lanzy, le président et Mme Nixon étaient hier les hôtes de M. Chuen Lai, le Premier ministre chinois. Et au menu de ce banquet, jeunes pousses de bambou, ailerons de requin, poulet à l'étuvée et à la noix de coco, et, en dessert, des pâtisseries. Le président a fait grand honneur à la cuisine chinoise. En rentrant, il va falloir que je le mette au régime, a déclaré Mme Nixon. Elle-même a été séduite par la finesse des mets. Elle les a d'ailleurs dégustés en utilisant avec aisance les baguettes traditionnelles. Elle s'était entraînée au maniement de ces baguettes avant son départ pour Pékin. Ce matin, Mme Nixon a été visiter les cuisines de l'hôtel de Pékin pour essayer de percer les secrets de la cuisine chinoise. On les lui a d'ailleurs confiés avec beaucoup de plaisir. Mme Nixon compte bien rapporter quelques recettes qu'elle proposera aux invités de la Maison-Blanche dès son retour. La visite de Mme Nixon a été très longue, vous le voyez, elle est même descendue dans les caves froides. Et enfin, après sa visite aux cuisines de l'hôtel de Pékin, la première dame des États-Unis, profitant de quelques minutes de liberté, s'est promenée dans Pékin et a notamment admiré la cité interdite avant de retrouver le président Nixon. Voilà notre édition spéciale. À demain.